Christophe Fauré, je vais commencer j'ai envie de vous entendre, vous, pour commencer. 4 Français sur 10 se sentent en deuil, d'après ce que d'après ce que nous avons entendu tout à l'heure. Et plus de la moitié, 42%, près de la moitié de ces personnes endeuillées disent que ce deuil dure depuis 5 ans. Est-ce que ça vous étonne ? Ça ne m'étonne pas du tout et ça corrobore vraiment ce que l'on voit dans la pratique quotidienne d'accompagnement des personnes en deuil. Il y a peut-être 4 Français sur 10 qui sont endeuillés en 2016, mais il y a peut-être 100% des gens qui méconnaissent la réalité de ce que c'est le processus de deuil au niveau psychique. On est précipité dans un événement émotionnel qui a, Tanguy l'a évoqué, de multiples conséquences dans l'existence et on ne c'est quasiment rien. Pire encore, les personnels de santé, les médecins, tout à chacun ignore qu'il y a des étapes. Qui sait que, par exemple, que la grosse phase, le quasi effondrement dépressif survient 8, 6, 10 mois, 12 mois parfois après le décès. Qui le sait? Qui sait que pendant 8, 10 mois, 1 an, parfois 2 ans, d'avoir les photos qui recouvrent toutes les murs de la maison avec les photos de l'enfant décédé ou de conjoint décédé, ça reste dans le domaine du normal. Ou de garder l'enregistrement téléphonique de la messagerie pendant 1 an ou 2 ans et l'écouter en renouvelant pour pouvoir entendre la voix de la personne qu'on a perdue. Donc il y a vraiment une méconnaissance qui a des incidences au niveau de santé parce que beaucoup de consoeurs et de confrères médecins ignorent le processus et arrivent à étiqueter aussi globalement notre société comme pathologiques des comportements qui sont complètement normaux, prévisibles, nécessaires, voire incontournables avec des prescriptions très malheureuses d'antidépresseurs qui vont donner l'impression à la personne qu'elle est dans quelque chose de pathologique. Alors c'est loin d'être le cas. Mon grand combat, c'est quand les personnes viennent me voir, c'est d'arrêter quasi systématiquement les antidépresseurs qui leur ont été prescrits avec bienveillance, mais parfois dès le premier jour des obsèques, ce qui est complètement aberrant en termes de prescription. Donc cette étude met clairement en évidence la longueur du processus de deuil. Là, c'est vraiment un aspect essentiel pour bien pointer combien il y a une incidence sur la vie des personnes sur le long cours. Je voudrais juste mentionner il y a 3 aspects importants qui conditionne le vécu émotionnel du deuil. Il est conditionné par tout ce qui se passe avant et l'étude le signale très bien. Il y a 3 temps du temps. Le premier temps, c'est les circonstances du décès qui vont conditionner le vécu émotionnel du deuil. Soit un décès attendu, un cancer qui est évolutif, ou un Alzheimer évolutif par exemple, ou une maladie évolutive, rénale, hépatique et autres, ou alors une mort brutale, un suicide, homicide, accident d'avion, etc. Et là, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance profonde de ce qui peut se passer à ce moment-là, notamment en termes de séquelles post-traumatiques. Je travaille beaucoup avec des parents qui ont perdu des enfants ou des proches par suicide, et on se rend compte que la prise en charge des personnes peut être correcte au niveau du deuil, mais si on méconnaît le fait qu'il y a un syndrome de stress post-traumatique, 3 grands points, des images intrusives comme ça plusieurs fois par jour et pendant quasiment toute une vie si on n'intervient pas. Deuxièmement, un évitement de tout ce qui est de près ou de loin en lien avec l'événement traumatique. Et troisièmement, un vécu d'hypervigilance, de qui-vive constant qui peut arriver à un stress chronique et voire une dépression d'épuisement. Et donc on a vraiment clairement quelque chose qui peut freiner, bloquer le processus de deuil. Et là, on ne se rend pas compte. On ne sait pas que ça existe. Et si on ne sait pas que ça existe, on a parfois des deuils qui semblent être des deuils pathologiques, alors que ce ne sont pas du tout des deuils pathologiques. C'est qu'il y a un deuxième processus. À côté du processus de deuil, il y a un processus traumatique qui n'est pas pris en compte. Donc il y a vraiment beaucoup de connaissances pour faire évoluer les choses. Il faut apporter d'abord de la connaissance, du savoir, et avec le savoir, on pourra peut-être mieux prendre en compte les choses. Le deuxième aspect du décès brutal, c'est la prise en compte de toutes les équipes soignantes, SAMU, pompiers, jeunes gendarmes qui viennent décrocher des corps et qui ont un cumul par strate de situations traumatiques qui ne sont
jamais prises en compte avec des équipes soignantes de SAMU qui se voient cumuler des images traumatiques qui peuvent aller se décliner chez des gendarmes, un alcoolisme ou des syndromes dépressifs, un burn-out professionnel. Donc il y aurait vraiment un travail important sur quel deuil pour les intervenants en urgence et par extension quel deuil pour les soignants pris en compte. On évoquait tout à l'heure les temps de l'épidémie SIDA. Les soignants en équipe de soins palliatifs, non, pas soins palliatifs, en équipe infectieuse, aiguë, qui se retrouvaient dans la semaine avec 5-6 décès dans une même semaine, sans possibilité de les métaboliser ou d'avoir un espace pour en parler. Ça renvoie donc le deuxième temps du temps, donc mort brutale, mort attendue. Et là, tout l'accompagnement du deuil n'a de sens que s'il y a un développement dans notre pays de l'approche palliative. Pas forcément des unités de soins palliatifs, ni des équipes mobiles de soins palliatifs, mais une appropriation de l'esprit palliatif par toutes les équipes soignantes qui accompagnent des personnes qui potentiellement peuvent cheminer vers la mort. Et là, on voit que dans les soins palliatifs, il y a comme la loi Leonetti le pose maintenant clairement comme un droit à l'accès aux soins palliatifs. Et dans les soins palliatifs, il y a la prise en compte du deuil. Donc, droit d'accès aux soins palliatifs égale droit d'accès au deuil, droit d'être pris en compte dans ce temps de vie qui va avoir une incidence considérable au long cours. Et force est de constater que dans notre pays, il y a encore d'énormes progrès à faire en tant que soins palliatifs, parce que tout simplement, imaginez votre petit qui est en train de décéder, j'ai une référence en tête, un petit qui était autiste, qui ne pouvait pas s'exprimer et qui est dans une douleur horrible. Il n'y a pas eu, pour mille raisons, de proposition de sédation pour vraiment déconnecter de cette souffrance-là qui était intraitable. Et la maman, son deuil est depuis 1 an et demi uniquement parasité par les images de son enfant en train de souffrir. Donc on a vraiment la prise en charge de la douleur, mais ça peut être aussi présenter un symptôme d'une dyspnée, de difficulté respiratoire majeure ou de tout autre problème digestif, une occlusion massive avec des vomissements on dit fécaloïdes, enfin vraiment des choses comme ça qui peuvent extrêmement traumatiser les proches. Et on peut avoir des syndromes de stress post-traumatique, même dans des situations qu'on a accompagnées. Et c'est juste lié à une gestion de la douleur et des symptômes de fin de vie pas tout à fait optimale, alors que c'est hallucinant. La connaissance est là depuis 20 ans, 30 ans. La connaissance est là, les diplômes universitaires sont là, les protocoles de soins, les protocoles infirmiers sont accessibles en un clic sur Internet. Et donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être un mouvement, je dirais, citoyen pour qu'on nous approprions à la base des soins palliatifs et refaire remonter ça vers peut-être le politique, même si la loi Leonetti est une avancée considérable, pour qu'il y ait vraiment la revendication légitime à une fin de vie apaisée, parce que c'est un lien direct avec un vécu du deuil le plus apaisé possible. Le troisième temps du temps, c'est tout ce qui est en lien avec le deuil, le vécu émotionnel, déterminé par le vécu émotionnel du lien, mais ça on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Je voudrais juste revenir sur les aspects que Tanguy a développés, l'espèce de grande marguerite là, avec tous les aspects du deuil. La dimension psychologique, c'est celle la plus évidente quand on parle de deuil, prise en compte de la culpabilité, de la colère, du soulagement, du vécu dépressif. Ça c'est moins important d'en parler parce que c'est ce qu'on imagine être l'accompagnement du deuil. Mais il y a aussi une dimension physique qui est essentiel et qui est très peu pris en compte. Le corps est aussi en deuil. Vous vous rendez compte que 6 mois après le décès d'un conjoint, on se rend compte que nos lymphocytes, nos globules blancs, ont une baisse de fabrication des anticorps. C'est dingue ça. Il y a quand même au cœur de nos cellules quelque chose qui fléchit et qui nous rend plus vulnérables à différentes infections. Si on a, c'est une étude anglaise au St. Christopher Hospital. Vous prenez des personnes qui ont des pathologies cardiovasculaires préexistant au décès du conjoint. Eh bien, dans les 2 tiers des cas, 2 tiers, c'est énorme, après le décès du conjoint,
il y a dans les 6 mois une décompensation plus ou moins importante du problème cardiovasculaire, hein, comme si le cœur brisé avait aussi une correspondance physique. Donc il y a, et je demande maintenant systématiquement, avez-vous un problème cardiaque? Et allez voir votre cardiologue, lui signifiant clairement que vous êtes en deuil. Il y a plein de choses, des pathologies auto-immunes, vous avez des pathologies cutanées. C'est important pour que le dermato, avec un psoriasis qui vient de flamber, soit au courant que vous avez perdu votre compagnon, votre compagne il y a 1 an. Hein. Et en termes de prise en compte de consommation de biens de santé, statistiquement, c'est une grosse statistique à la louche, mais quand même, il y a la première année, c'est plus les hommes qui sont malades, et la deuxième année, c'est plus les femmes qui sont malades quand on perd un conjoint. On compte 2 ans. Après 2 ans, 3 ans, il y a toujours consommation des biens de santé en lien direct avec le décès du conjoint ou le décès de l'enfant ou du parent. Donc il y a vraiment c'est indispensable qu'on prenne en compte la dimension somatique du deuil parce que là, il y a vraiment en termes presque de prévention, hein, des progrès énormes à faire. Le deuil également, un phénomène social. Évidemment, le deuil, c'est l'ultime solitude intérieure, c'est l'ultime au cœur du cœur de soi-même. On ne peut pas être aidé quand on est dans l'ultime de sa peine, mais c'est en même temps un processus éminemment social. Et il y a une étude, là encore ancienne, qui a démontré que le premier facteur pronostic de deuil le plus harmonieux possible, c'est la perception subjective d'un réseau de soutien de qualité. Réseau, c'est pas une personne, hein, c'est pas deux. Réseau, c'est au moins 3 personnes qui fédèrent autour de la personne, soutien de qualité, qualité dans l'écoute, mais qualité dans la durée. 1 an, 2 ans, on sait très bien que ça dure beaucoup plus longtemps. Une maman qui a perdu son petit, elle vous dit le plus gros de ma peine, je le ressens subjectivement, ça peut être après 5 ans. Après 5 ans, hein. Et donc ça, c'est la première information que je demande aux personnes, qui sont vos alliés. Et les alliés, parfois, quand il y a une grosse carence de tissu social autour des gens, des proches, les amis, et que vraiment il y a peut-être après 1 an ou 1 an et demi, plus personne qui est là pour écouter cette souffrance-là, ou au travail, les gens disent « Ok, c'est bon, ça y est, ça fait 1 an ». Okay. Eh bien, c'est le seul recours associatif qui peut être là, avec les seules personnes peut-être qui vont prononcer le nom de l'enfant disparu, qui vont prononcer le nom du parent disparu, Amélie, Stéphane. Et ça fait du bien, parce que dans les dîners, depuis 1 an et demi, plus personne ne prononce le nom d'Amélie, et on n'en parle pas du tout. Et là, ça a une incidence sur la relation aux autres, avec le vécu. Un vécu social, ça va? Ouais, ça va. Et puis on rentre à la maison et on s'effondre en regardant les photos avec l'impression d'avoir perdu le mode d'emploi d'une existence normale. Et ça, le monde associatif, 3% de gens qui le sollicitent, c'est une aberration, alors qu'il y a des ressources gigantesques à solliciter au niveau associatif. Et là, il y aurait vraiment quelque chose de colossal à mettre au niveau de la visibilité pour les pouvoirs publics. Juste un petit mot sur l'incidence professionnelle, et ça, je pense que vous allez en parler. Je constate, moi, très clairement, une maman qui perd son petit, qui ne travaille pas, et une maman qui perd son petit, qui travaille, il n'y a pas photo, c'est la maman qui perd son petit, qui travaille, avec des accompagnements de l'entreprise, avec une réelle conscience de ce qui se passe pour elle sur la durée, hein, pas 2 mois, mais 1 an, 2 ans, eh bien, elle s'en sort 1000 fois mieux, alors qu'une maman qui est livrée à elle-même, on pourrait penser qu'elle a tout le temps pour elle, eh bien, elle n'a pas la structure, elle n'a pas la canalisation de la pensée grâce au travail, elle n'a pas le soutien social de ses collègues. Donc là, il y a vraiment aussi au niveau de l'entreprise des choses à développer au niveau des DRH. Donc, on prend soin des pompiers, des gendarmes et des personnels de SAMU. On développe les soins palliatifs de façon optimale. Alors, il y a tous les moyens pour le faire. On crée des réseaux de soutien auprès des gens pour pouvoir avoir un réel soutien, qui est le premier facteur pronostic d'un deuil harmonieux. On développe le monde associatif pour pouvoir, au maximum, avec une visibilité largement supérieure à 3%. On forme
les médecins et les jeunes médecins à la prise en compte déjà du deuil, qu'est-ce que c'est que le deuil, et on les forme à accueillir le deuil, toute la pathologie liée au vécu du deuil, et on demande au DRH de prendre à bras le corps à la fois l'accompagnement des personnes, des aidants en entreprise qui vont devenir des personnes en deuil après. J'ai fini.